Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui donc thématique sur la sexualité pour nous les hommes. Et je souhaite vous proposer donc un épisode sur 8 choses qui peuvent venir tuer le désir, la libido de notre partenaire, donc venir aussi créer de la frustration sexuelle au niveau de la relation de couple. Alors j'avais déjà fait un épisode de podcast sur 6 choses, si je me trompe pas, qui pouvaient justement ressusciter le désir de notre partenaire. Il y a une playlist justement dans l'éveil du masculin par rapport à la relation de couple, mais aussi par rapport à la sexualité. Vous pourrez les retrouver rapidement. Je vais vous mettre directement les liens dans la description de l'épisode de podcast. Et pour venir sur ces 8 choses, alors c'est des choses que moi bien sûr j'ai expérimenté sur mes 10 dernières années de relation, donc je pense que j'ai à peu près coché toutes les cases, et le but voilà, c'est de pouvoir vous transmettre en parlant un petit peu de mon expérience, comment j'ai pu vivre les choses à ce niveau-là, et peut-être aussi comment j'ai pu améliorer les choses pour retrouver une intimité aussi sexuelle avec ma partenaire, qu'on puisse aussi se comprendre et qu'on puisse avancer à deux une fois de plus. La première chose qui va sembler très évidente mais qui pèse énormément, c'est la charge mentale. Et alors, il y a des choses qui vont être à l'extérieur de la relation de couple, comme le fait d'avoir nos responsabilités, notre travail, d'être sollicité, d'avoir beaucoup de stress, de charge mentale, et qui nous coupe en fait de notre réceptivité et aussi de notre libido. Et ça fonctionne autant pour les hommes que pour les femmes, même si j'ai l'impression qu'en effet, quand même, par rapport au retour que j'ai, les femmes sont quand même plus sensibles à ça. Et typiquement, là, je vais plutôt parler de la charge mentale que nous, on peut créer justement en tant qu'homme à notre partenaire. Et ça me fait penser beaucoup à un épisode de podcast que j'avais fait avec la fameuse posture de l'homme-enfant. C'est-à-dire que je prends pas mes responsabilités, je me repose sur ma partenaire, je donne pas de direction à la relation de couple, j'anticipe pas les choses, et finalement, je viens m'ajouter un petit peu comme un enfant à ma partenaire. Alors si pour le coup en plus j'ai des enfants avec elle, je rajoute un enfant supplémentaire à charge et je lui fais prendre finalement une position de parent, ce qui va venir tuer l'intimité. Et comme je l'avais déjà expliqué, ça tue l'amour, c'est aussi un tue l'intimité et un tue la sexualité, parce que aucune femme bien sûr n'a envie de faire l'amour avec un homme qui se comporte tout simplement comme un enfant. Et bien sûr c'est pas un comportement volontaire, c'est souvent un comportement inconscient, et je l'avais expliqué, il y a des jeux de pouvoir en fait qui se mettent en place, et parfois quand on a du mal à prendre notre place dans la relation de couple, ou quand on est avec une partenaire qui a un gros leadership, qui s'impose assez facilement, assez naturellement, et qui finalement drive le couple, donne une direction, ou apporte même la sécurité du couple, on peut avoir tendance à se reposer sur elle, et bien sûr ça va venir jouer sur la polarité du couple, et ça peut aussi jouer sur sa libido, donc sur le désir qu'elle peut ressentir par rapport à nous. Et bien sûr plus ma partenaire va être stressée ou va prendre en charge des choses dans la relation de couple, et plus elle va avoir des difficultés justement à redescendre dans son énergie féminine et à faire preuve de réceptivité, on va finalement aussi manquer d'intimité. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans ma relation, c'est-à-dire que quand ma partenaire Chloé gérait beaucoup de choses à la maison, ou s'occupait de programmer les futurs voyages qu'on allait avoir, les futurs déplacements, les réservations de Airbnb ou ce genre de choses, et que moi je me disais elle a l'habitude de le faire et puis elle va le gérer, et moi je me focalise par exemple sur autre chose, en fait elle se retrouvait à gérer beaucoup de choses pour nous deux, et elle était finalement focalisée sur les besoins du couple et plus forcément sur ses besoins à elle. Mais imaginez pareil dans une relation avec une femme et vous avez par exemple 1, 2 ou 3 enfants avec elle, si la femme est concentrée constamment sur les besoins du ménage, de la maison et des enfants, il y a un moment c'est beaucoup plus difficile de revenir sur ses besoins à elle. Elle est toujours en gros en mode action, en train de gérer des choses à l'extérieur d'elle, et ça peut être compliqué justement de revenir à une forme de réceptivité et de pouvoir créer l'intimité qui va permettre après de se retrouver et d'avoir un moment de qualité par exemple, et de pouvoir aussi avoir un moment, un échange sexuel tout simplement. Donc ça c'est une notion qui est importante parce que ça nous montre aussi qu'on a justement une place à prendre dans cette relation de couple, et que dans notre énergie masculine c'est aussi bon de venir donner cette direction, d'être en soutien, de voir quand notre partenaire a de la charge mentale et de voir comment on peut l'aider à ce niveau-là pour qu'elle puisse aussi prendre soin d'elle, qu'elle puisse aussi avoir du temps pour elle, et ça ne nous empêche pas de ne pas nous oublier à nous, d'avoir nos routines, les choses qui nous font du bien, de pouvoir aussi être dans l'anticipation. Moi c'est un truc qui s'est beaucoup passé dans ma relation de couple, où à un moment ma partenaire m'a dit en fait dans les projets qu'on peut avoir, et notamment dans les déplacements qu'on peut avoir, j'aimerais bien que tu puisses aussi prendre les décisions, que ça soit pas toujours moi qui tranche et qui organise. Et au début, je l'avais plus ou moins compris, et je prenais pas tout à fait la décision, mais derrière je me disais ok, j'organise tout. Et en effet, le fait d'organiser tout,
ça aidait, mais il n'y avait pas non plus l'anticipation, la prise de décision, ce qui faisait que c'est elle qui avait le gros de la charge mentale. Et il y a un moment, en fait, tout simplement, je me suis dit, mais en fait, voilà, je vais moi aussi prendre la décision, je vais parfois même anticiper, et le fait de pouvoir anticiper et de lui montrer que j'avais déjà pensé à certaines choses, ou que j'avais déjà commencé à programmer le voyage, ça en fait, ça l'allégeait énormément, donc ça lui enlevait beaucoup de charge mentale, et c'était beaucoup plus évident pour elle de se détendre, en fait, de revenir justement dans son énergie féminine. Donc ça, c'est un point qui est important, car finalement, c'est comment elle peut aussi compter sur vous, et c'est finalement à quel point vous êtes fiable, et qu'elle sait que elle n'a pas forcément besoin de vous solliciter pour attendre quelque chose de vous et que vous pouvez justement anticiper les choses. Ça, c'est vraiment un point essentiel dans la relation de couple. Plus je me repose sur l'autre, plus en fait je responsabilise l'autre et je lui mets de la charge en fait sur ses épaules et moi je peux attendre qu'il soit réceptif et qu'il soit ouvert à moi quand j'ai envie d'avoir par exemple un moment d'intimité avec lui, avec elle, ou quand voilà tout simplement on va se retrouver en fin de journée et que à ce moment-là je vais ressentir mon désir et je vais pouvoir un peu le projeter sur elle et que je vais être dans l'attente de quelque chose, mais que en fait la personne est tellement chargée, tellement stressée qu'elle est complètement autre part. Donc ça c'est vraiment pour moi un point très important. Un autre point qui va jouer énormément, c'est le manque de tension. Donc le manque de tension, je dirais même le manque de mystère, le manque d'incertitude dans la relation de couple. Dans la relation de couple, on a vraiment besoin de contraste en fait. Le désir a besoin de contraste. Si tout est prévisible, tout est contrôlé et tout est globalement lisse et qu'on est toujours dans une routine où on fait globalement la même chose, on a globalement les mêmes moments, les mêmes rendez-vous, les mêmes activités, on voit globalement les mêmes personnes, finalement on peut tomber un petit peu dans l'ennui. On peut tomber dans une forme de passivité et on perd un petit peu la complicité, l'inattendu, on perd ce côté justement polarisé de la relation de couple. Alors le côté certitude, il est bon parce que ça permet de créer une forme de confiance et ça crée aussi de l'intimité, mais quand je suis trop dans l'incertitude et qu'il n'y a plus d'incertitude dans ma relation de couple, il y a ce moment où je perds un petit peu le feu, où je perds un petit peu la tension. Donc c'est important tout au long de la relation de couple de pouvoir justement se questionner sur ces moments d'inattendu qui vont apporter du peps, qui vont apporter un petit peu du feu justement, qui vont aussi combler les langages de l'amour de ma partenaire et venir créer une véritable intimité où on va pouvoir se retrouver et où on va avoir un petit peu plus de passion que dans le quotidien où globalement on fait la même chose et on est dans une routine et finalement les années passent et puis on est un peu comme soit des colocs ou comme un couple en fait qui s'aime énormément mais qui a perdu toute forme d'intimité et de désir. Ou par exemple après plusieurs années finalement il n'y a plus d'échanges sexuels, on se rencontre plus, on est un petit peu comme des meilleurs amis et on a l'impression tout simplement de passer à côté de quelque chose car faut le dire, la sexualité et l'intimité c'est un plan qui est hyper important dans la relation de couple et on évolue aussi à partir de ça, on apprend à se connaître à partir de ça et on apprend aussi à certains moments à fusionner et à s'aimer à travers cette sexualité. Donc après voilà, c'est important de garder une vision cohérente de la sexualité parce que quand on est dans le trop, finalement on tombe dans une forme de dépendance, on peut le projeter dans la relation de couple et on peut aussi créer beaucoup de charge mentale, alors pas de charge mentale mais de pression sur notre partenaire, mais en tout cas ce côté amener de la tension, amener du mystère, de l'inattendu, c'est hyper important dans la relation de couple pour pouvoir stimuler la personne qui est en face de nous, pour pouvoir stimuler son désir. Il y a une notion qui est très vraie qui est en général, en début de relation, on a de la libido, il y a du désir, c'est assez évident d'avoir des échanges sexuels, et puis plus on avance dans la relation, et plus en fait le désir et la libido se meurent un petit peu. Alors parfois un petit peu plus souvent du côté des femmes que des hommes, parce qu'on a aussi des fonctionnements qui sont différents. Le souci avec ça, c'est que c'est assez évident de tuer la libido. Par contre, c'est assez difficile de faire remonter la libido une fois qu'elle est vraiment descendue, qu'il n'y a plus trop de désir. Donc c'est là où ça peut être vraiment une période très challengeante parce que c'est là où ça va nous demander de s'intéresser à notre partenaire, de se poser vraiment des questions, de remettre en question notre vision de la relation de couple, peut-être, de la sexualité qu'on peut aussi avoir ensemble, des langages de l'amour qu'on peut avoir, des langages érotiques, et de pouvoir aussi creuser à ce niveau-là pour voir qu'est-ce qui peut venir justement recréer du désir. Ce qui va m'amener à un autre point qui est très important, donc le point numéro 3, c'est arrêter de penser que notre partenaire fonctionne comme nous. C'est vrai que le désir masculin peut sembler un petit peu plus mécanique, et dans les schémas érotiques, on est souvent un petit peu plus sur le schéma performance sexuelle. J'avais fait un épisode de podcast sur justement un petit peu les schémas érotiques, je vous invite à le découvrir. Alors j'ai plus le nom de l'épisode, mais il est dans la playlist, en tout cas c'est certain. Ce qui est intéressant avec ces schémas érotiques, alors le but c'est pas de s'enfermer dans des schémas, mais c'est de voir quels sont mes schémas, quels sont les schémas de ma partenaire, voir les schémas qu'on a en commun, c'est aussi mettre de la compréhension sur nos besoins, nos modes de fonctionnement à l'un et à l'autre, et voir justement où on peut se retrouver et qu'est-ce qu'on peut explorer ensemble. Mais pour revenir à cette histoire de mode de fonctionnement,
c'est vrai que parfois on a des désirs qui sont stimulés différemment. Il y a des personnes qui vont être stimulées beaucoup plus par le visuel, par peut-être le côté sensuel ou le teasing, et il y a des personnes qui vont être plutôt stimulées par les interactions, par le côté plutôt intellectuel, par les moments de qualité. Donc ça va être là où c'est intéressant aussi d'aller creuser, d'aller aussi poser tout simplement la question à notre partenaire, parce que sinon on se retrouve justement à que nous écouter nous et à attendre un petit peu notre vision du sexe, de comment ça devrait fonctionner et en fonction de nos conditionnements, et ça peut alors mettre une pression sur notre partenaire, mais ça peut surtout lui donner le signal qu'on ne la voit pas, qu'on ne l'entend pas, qu'on n'est pas à son écoute et que finalement on ne fait pas l'effort de savoir quels sont ses besoins et quels vont être ses besoins dans l'intimité, dans les moments justement de sexe qu'on peut avoir ensemble. Donc si à un moment je ne suis que focalisé sur moi, je me coupe aussi de l'autre personne, et bien sûr le couple, c'est deux personnes qui se rencontrent, c'est deux besoins qui se rencontrent, c'est des limites aussi qui se rencontrent tout simplement, et il y a un moment c'est important qu'on puisse en parler, qu'on puisse poser vraiment les choses. J'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast une fois avec Chloé, un matin dans un café, elle m'avait pris avec un petit café et elle m'avait dit voilà, alors on met une feuille, on met toi d'un côté et moi d'un côté, et chacun on va exprimer qu'est-ce qu'on attend justement dans notre sexualité au sein de notre relation de couple, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'est quoi nos besoins, c'est quoi notre façon de ressentir du désir, d'être stimulé. Et ça avait été hyper intéressant parce qu'en fait on avait vu qu'on avait tout simplement des différences, et en même temps on se rejoignait sur certains points, et il y avait des choses qui n'étaient pas forcément explorées parce que on le savait pas par rapport à l'autre, et moi je me posais pas forcément la question, ou je le voyais pas forcément, et ça peut être hyper intéressant. Ça peut être pas évident de prendre une feuille et de venir parler de ça si c'est un petit peu tabou à la maison, mais en même temps la communication au sein de la relation de couple elle est hyper importante, c'est ce qui permet de venir parler des choses qui sont essentielles pour nous, c'est ce qui permet des fois aussi de parler des sujets un petit peu désagréables mais qui sont nécessaires pour faire évoluer la relation. Un autre point qui est vraiment important, qui est pour moi la perte d'admiration, c'est-à-dire que quand je commence à perdre de l'admiration, ou quand ma partenaire perd en admiration par rapport à qui je suis, parce que je deviens passif ou complaisant, ou parce que je me prends plus forcément en charge, ou je me comporte comme un enfant dans notre relation de couple, ou je suis tout le temps en train de me victimiser ou de me plaindre, peu importe, il y a ce moment où bien sûr ça va jouer sur son désir, ce qu'elle peut éprouver finalement pour moi. Donc là il est bon de se poser la question de finalement qu'est-ce que tu admires chez moi, ou finalement si tu ne m'admires plus aujourd'hui, qu'est-ce que tu admirais chez moi et que je ne fais plus forcément, ou que je ne suis plus, car peut-être aujourd'hui je suis dans une situation compliquée et difficile, et j'ai tendance à me rabougrir et pour le coup à perdre confiance en moi, à manquer d'estime de moi, et ça se projette dans notre relation de couple. Donc qu'est-ce qui n'est plus forcément présent et qui était là avant, ou qu'est-ce qui est peut-être toujours présent mais que je cultive pas forcément dans notre relation, mais qui te fait sentir bien finalement à mes côtés, et qui fait que tu es admiratif de moi. Ça c'est un point qui est important, car si demain, et c'est valable pour vous, vous perdez de l'admiration pour votre partenaire, naturellement ça va impacter votre désir, et c'est comme si finalement vous allez détourner votre regard, comme si elle allait détourner son regard de vous, et en général vous allez le ressentir. Moi je suis passé par ça. Je sais à quel point ça peut être douloureux quand on se sent plus désiré par la personne avec qui on est en couple depuis un moment, où on a l'impression pas de ne plus avoir de valeur, mais de ne plus être vu, ou de ne plus être vu comme, je sais pas, un beau garçon, ou un mec intelligent, ou un mec qui a confiance en lui, ou un mec qui fait du sport, ou peu importe en fait, on s'en fout, mais c'est quelque chose qui nous impacte très fortement, et qui va venir jouer en plus sur nous, sur notre confiance en nous, et on va commencer à se poser des questions. Donc là, des fois, le chemin le plus court, c'est justement d'aller demander à la personne en question: qu'est-ce qui fait que tu me désires plus? Qu'est-ce qui fait que tu ne m'admires plus justement? Qu'est-ce qui a cassé un moment et qu'on peut potentiellement réparer pour avancer ensemble, mais qui est important qu'on puisse verbaliser pour que je puisse prendre en compte et que je puisse prendre tout simplement conscience de ça, pour qu'on puisse vraiment améliorer les choses à deux. Et c'est valable pour vous si demain vous n'admirez plus votre partenaire et que vous sentez que ça devient un frein pour la relation et que ça joue sur votre désir. N'attendez pas qu'elle vienne vous le demander. C'est important de venir lui exprimer, de lui dire un petit peu le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se projette au niveau de la relation, et comment finalement vous pouvez trouver une solution à deux pour pouvoir avancer et recréer du désir et vous retrouver justement dans l'intimité et dans votre sexualité. Un autre point important, j'en ai parlé la dernière fois, c'est le fait de créer de la redevabilité sexuelle, de penser que le sexe nous est dû en tant qu'homme, et de le projeter dans notre relation, et de créer une forme de pression qui est en fait comme une charge mentale, et qui va couper en fait le féminin et la femme de sa réceptivité, et qui est un conditionnement en général qu'on a, que on pense que le sexe nous est dû, et que dans notre vision du couple ou de la relation,
sexuelle, ça devrait être tout à fait normal d'avoir du sexe fréquemment ou plusieurs fois par semaine, et à ce moment-là, on est une fois de plus que sur nos attentes. On crée une projection, on n'est pas à l'écoute de notre partenaire en plus qui a un cycle menstruel, qui a différentes phases, et en fonction de son cycle, qui peut avoir plus ou moins de la libido. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi je l'ai eu dans ma relation de couple, et j'étais un petit peu dans mon ombre du prédateur, et je projetais un petit peu cette énergie, et j'attendais de ma partenaire Chloé d'avoir des rapports sexuels fréquemment, et il y a un moment où ça lui mettait énormément de pression, au point où moi ça devenait un reproche de je suis frustré sexuellement, et en gros c'est un petit peu de ta faute si je suis frustré sexuellement. Alors qu'en réalité c'est moi qui n'arrivais pas forcément à me manager, et on n'arrivait pas bien sûr tous les deux à trouver un point d'équilibre parce que tout simplement dans le couple on est deux, c'est pas le problème que d'une personne, c'est en général les deux qui ne se rencontrent pas, car il y a des attentes qui sont soit pas justes, ou il y a des projections, ou il y a des insécurités, ou il y a un manque de communication, un manque d'intimité. Donc c'est là où c'est important une fois de plus d'en parler dans la relation de couple, mais d'être conscient de cette redevabilité qu'on peut créer, qui est parfois consciente parce que on est dans une position où on veut à tout prix avoir ces échanges sexuels, et on peut aussi être dans une position assez inconsciente et le faire peser, car c'est un conditionnement qui est tellement fort, qui est tellement présent depuis très longtemps chez nous les hommes, que parfois dans notre regard, dans notre façon de reprocher les choses, de faire la tête, d'être un petit peu en colère, d'être frustré, d'être froid, d'être distant, parfois ça en dit long sur le manque qu'on peut justement ressentir, car on se sent pas forcément comblé à ce niveau-là par rapport à nos attentes, et on le projette assez inconsciemment dans notre relation avec notre partenaire. Donc ça c'est un point important. Plus j'arrive à ne pas créer de redevabilité et de pression, plus j'apprends justement aussi à être à son écoute, et à lui demander ce qui est important pour elle, et à exprimer aussi ce qui est important pour moi, et plus ça nous permet de nous rencontrer et d'éviter d'apporter justement la mauvaise tension. Pour moi c'est intéressant de distinguer les deux tensions. Il y a la tension en mode pression, où je veux quelque chose, et même si je sens que t'es pas forcément dans le mood ou dans l'envie, moi j'ai ma frustration et j'ai mon manque, donc s'il te plaît voilà, donne-moi ce que j'ai envie d'avoir. Donc bien sûr c'est pas comme ça, mais globalement ça sonne comme ça. Ou l'attention de cette complicité, ces moments inattendus, on crée un petit peu d'espace entre nous, on n'est pas tout le temps l'un sur l'autre, et finalement on vient recréer une tension qui va permettre de restimuler le désir dans la relation de couple, et qui va être justement hyper intéressant pour pouvoir se rencontrer après dans l'intimité. Donc ça c'était un autre point, mais je l'ai souvent abordé dans les épisodes de podcast. Un autre point qui est pour moi important, ça va être bien sûr le manque d'intimité émotionnelle. C'est-à-dire que en fait le sexe il commence pas tout de suite dans la chambre. C'est-à-dire que si on n'est pas capable déjà de connecter, d'être vraiment en connexion, et de pouvoir avoir une forme d'intimité entre nous deux, et pour moi l'intimité c'est quand on met un petit peu les masques de côté, et on se met un petit peu à nu, et on s'ouvre en fait complètement à l'autre. S'il n'y a pas forcément ça, ça va être compliqué de pouvoir créer une intimité avec sexualité. Et souvent, c'est ce que je recommande, c'est déjà d'avoir des moments d'intimité où il n'y a pas forcément de sexe dedans, où il n'y a pas forcément d'attente et de projection, et ça peut être des moments de qualité, ça peut être des moments où on prend une douche ensemble, ça peut être un moment où on va se masser, où on se fait juste des câlins, et on peut très bien s'arrêter à ça. Mais si déjà je ne suis pas en capacité d'avoir ces moments-là, et que j'arrive à la maison, et que une fois de plus, je suis un peu dans mes attentes de j'ai envie d'avoir du sexe, car en ce moment je suis en manque, et je te désire, et je t'aime ma chérie, et viens on fait du sexe, il y a un moment c'est tout à fait normal que ça bloque. Et comme je le disais dans les modes de fonctionnement, alors faut pas enfermer les hommes d'un côté et les femmes d'un côté, parce qu'il y a des hommes qui vont ressembler plus à certaines femmes et vice versa, mais c'est vrai que parfois le masculin, l'homme est un peu plus mécanique, un peu plus dans ce schéma de la performance sexuelle. Il suffit parfois d'une image, d'une vision, d'un fantasme de notre chérie pour qu'on ait envie et qu'on puisse être globalement prêt à partir. Là où la femme parfois a besoin de plus de temps, de plus de lenteur, de plus de subtilité, de plus de connexion pour pouvoir justement s'ouvrir, afin qu'on puisse se retrouver. Mais une fois de plus, faut pas enfermer ça chez les hommes et les femmes, car on est tous très différents, mais en général, quand on parle des énergies yin et yang, ça fonctionne un petit peu comme ça, et en fonction de votre composition en yang et yin, ou en énergie féminine et masculine, vous pouvez être un petit peu plus dans la lenteur, la subtilité, la sensualité, le besoin de réceptivité et de connexion, le besoin relativement énergétique, voire même les jeux coquins dans les formats, dans les schémas érotiques, ou vous pouvez être un petit peu plus dans le spontané, dans la performance sexuelle, et bien sûr c'est intéressant justement d'aller creuser à ce niveau-là pour voir comment vous marchez tous les deux, mais c'est important de se rappeler que en face de vous, il y a une personne une fois de plus qui peut être différente, qui ne fonctionne pas forcément comme vous, qui n'a pas forcément les mêmes besoins ou les mêmes attentes, et plus vous pourrez communiquer à ce niveau-là, plus vous pourrez l'expliciter et le poser quelque part, et plus ça va vous aider justement à avancer et à clarifier les choses. C'est vraiment important pour moi de clarifier les choses dans la relation de couple. C'est quand on clarifie pas les choses qu'il y a des non-dits, où on interprète à la place de l'autre, où on s'attend que les choses se passent comme ça, et en fait finalement on finit par être
frustré ou déçu parce que ça se passe pas comme ça, et puis on finit par reprocher parce qu'il y a un moment on n'a pas pris le temps de communiquer avec clarté ce dont on avait besoin, quelles étaient nos limites, et vice versa avec notre partenaire. Un autre point pour moi qui va être très important, c'est le manque d'espace et d'autonomie. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dans ma relation de couple, car ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on voyage depuis 8 ans ensemble, on travaille quasiment tout le temps ensemble. Alors, on travaille pas ensemble, mais on a globalement un bureau où on est ensemble, donc on est un petit peu H24 ensemble. Et il y a un moment, finalement, on se marche dessus. Mais c'est un peu finalement comme avoir trop de certitude et avoir un peu une même routine, et perdre justement un petit peu ce peps, perdre un petit peu cette distance qui ramène un petit peu du désir. Et donc, si à un moment on est tout le temps ensemble, tout le temps fourré ensemble, et que on crée une forme de grosse dépendance, ben c'est tout à fait normal qu'on perd un petit peu ce feu dans la relation. C'est comme si demain vous avez envie de manger une pizza et je vous propose une pizza, et puis pour le repas d'après je vous propose une autre pizza, et puis sur le repas d'après je vous propose une autre pizza. À force d'avoir de la pizza à vos côtés, vous allez saturer et vous aurez plus de désir par rapport au fait de manger une pizza. Donc c'est un peu la même chose, hein. Et demain c'est valable avec même votre meilleur ami. Si votre meilleur ami vous le voyez tous les jours H24, vous allez voir qu'il y a un moment où vous allez un petit peu saturer, et que ça va vous faire du bien d'avoir aussi vos moments à vous où vous n'êtes pas forcément avec lui, et quand vous allez le retrouver, vous aurez plein de trucs à lui raconter, vous serez content de le voir, ça va ramener une nouvelle énergie, et il y aura ce désir justement de pouvoir le voir car il vous a manqué un moment. Donc c'est pareil, je pense que c'est important dans la relation de couple, dans la sexualité et dans l'intimité, de pouvoir créer aussi du manque. Et quand je dis du manque, c'est pas le côté négatif du manque de je joue au chat à la souris ou je m'éclipse, je suis pas là volontairement pour créer du manque à fond. C'est juste qu'il y a un moment, dans l'entité du couple, on est certes deux, mais on reste des personnes individuelles qui avons besoin d'espace, qui avons besoin de nos propres activités, d'avoir nos propres amis à nous, d'avoir nos moments aussi à nous tout seuls, et c'est important de pouvoir respecter ça. Si je le respecte pas, ben je finis par fusionner en fait avec le couple, et en fait je fusionne avec l'identité du couple, et ça crée une forme de grosse dépendance. Et alors oui, il y a beaucoup de certitudes, oui, il y a de l'intimité, oui, on s'aime, mais on tue le désir tout doucement, et on finit par justement se retrouver dans un scénario où il n'y a plus de désir, on est tout le temps ensemble, on s'aime, mais finalement il se passe plus forcément rien, et ça crée quand même de la frustration. Un autre point important pour moi qui a pas mal joué, c'est le fait qu'elle prenne une place en fait d'éducatrice sexuelle. Alors ça semble bizarre comme ça, mais c'est tout simplement le fait que ce soit à elle de nous éduquer sur la sexualité qu'on peut vivre avec elle, sur comment elle fonctionne, quel est son désir, comment fonctionne son cycle, à quel moment elle a plus de libido, à quel moment elle a moins de libido. Au début ça peut être sympa quand voilà, on connaît rien, elle nous explique, il y a une communication, on lui montre de l'intérêt, mais il y a un moment, en tant qu'homme, c'est aussi à nous de nous responsabiliser et de savoir comment fonctionne la femme. Mais comme pour nous, c'est comment on fonctionne au niveau sexuel. Et une femme, c'est pareil. Il se passe plein de choses, et ça va être aussi intéressant d'aller chercher à ce niveau-là, d'être curieux, de créer vraiment de l'intérêt, parce que plus je vais m'intéresser, plus je vais apprendre des choses, plus je vais pouvoir expérimenter des choses avec mon partenaire dans la relation sexuelle, plus je vais la connaître, je vais la comprendre, je vais arriver aussi à combler ses besoins et être vraiment à son écoute, et plus ça va lui donner le sentiment que je fais attention à elle, que je la vois, que je suis connecté à elle. Et ça, c'est hyper important. C'est un truc qu'on fait pas en tant qu'homme. On part souvent du principe que on connaît déjà la femme, donc pour le coup, il n'y a pas forcément besoin de s'y intéresser ou lui demander comment elle fonctionne, ou d'aller chercher tout simplement des choses pour apprendre le fonctionnement de la femme. Moi, j'ai été surpris quand j'ai lu justement le livre de Mantak Chia, L'homme multi-orgasmique, où dedans, Mantak Chia parle justement de la femme et du fonctionnement aussi de l'orgasme féminin. J'ai été surpris à 32 ans de lire le livre et de voir qu'il y avait plein de choses justement que je connaissais pas sur la femme, et qu'il n'y avait pas forcément d'éducation sexuelle, en tout cas à ce niveau-là. Alors en tout cas, voilà, quand j'étais moi à l'école, à part la reproduction sexuelle, la prévention avec l'histoire des capotes, il n'y avait pas grand-chose en fait, la contraception, et pour le coup en fait il y avait vraiment une forme de méconnaissance, et en fait j'étais pas forcément armé, alors c'est pas le bon mot, mais pour pleinement m'intéresser à ma partenaire et comprendre son fonctionnement, savoir comment la stimuler, pour, je vais pas dire être un bon coup au lit, c'est pas du tout ça, mais pour pouvoir être pleinement connecté avec elle, et lui montrer que je la vois, je la comprends, et que je sais comment elle fonctionne, et vice versa, et ça finalement ça rend la relation sexuelle beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche, et on explore beaucoup plus ensemble, parce que on se sent vu, on se sent écouté, on se sent compris, donc ça amène une dynamique plus intéressante justement à la relation sexuelle. Et je crois qu'on a fait à peu près tous les points, donc je vais redonner un petit peu de structure dans les points que j'ai pu aborder. Alors c'est pas dans l'ordre. Premier point, donc le manque d'intimité, donc notamment émotionnelle et de connexion. Donc ce qui fait que derrière c'est plus difficile justement d'avoir des moments où on va se retrouver dans notre sexualité.
Deuxième point, la charge mentale, et notamment la charge mentale que je peux créer en positionnant comme un homme-enfant qui prend pas forcément ses responsabilités ou qui laisse par exemple sa femme tout gérer à la maison. Le troisième point, le manque de tension, de mystère, le manque d'incertitude, le fait d'être dans des routines, de faire globalement toujours la même chose et que le couple devienne hyper prévisible, hyper contrôlé et que finalement on finisse par s'ennuyer. Quatrième point, la pression et la redevabilité, le fait d'attendre du sexe d'elle, lui faire comprendre qu'elle doit répondre à mes besoins et à mes attentes et finalement créer une pression énorme et projeter un truc qui est vraiment pas juste sur elle car j'ai pas forcément bossé sur mes conditionnements masculins et que je reste sur une vision de la relation de couple et de la sexualité qui est conforme à la vision très masculine qu'on a de la virilité traditionnelle, que la femme nous doit du sexe tout simplement. Cinquième point, attendre qu'elle nous éduque sexuellement. Donc là, c'est encore un petit peu prendre une posture d'homme-enfant à qui on doit expliquer comment fonctionne une femme, comment fonctionne le cycle d'une femme, car par manque d'intérêt ou parce que c'est des sujets qu'on n'a jamais visités, pour le coup on se trouve un petit peu démunis. Et il y a un moment, ça passe plus au niveau de la relation sexuelle quand on avance avec notre partenaire. Sixième point, croire qu'elle fonctionne comme nous, alors qu'aujourd'hui on a tous des fonctionnements différents entre hommes, entre femmes, mais en effet entre les hommes et les femmes il y a quand même des fonctionnements très différents, et penser qu'elle est exactement comme moi, c'est me mettre un petit peu un doigt dans l'œil, et c'est finalement au bout d'un moment rencontrer un mur dans la relation sexuelle avec mon partenaire. Septième point, le manque d'espace et d'autonomie. Donc le fait de fusionner carrément avec l'identité du couple et d'être dans une forme de dépendance et de plus avoir ces moments à soi, de complètement se marcher dessus et au bout d'un moment d'être dans un sentiment d'étouffement. Huitième point, la perte d'admiration, le fait de ne plus, alors pas idéaliser, et j'avais fait un épisode de podcast sur justement les problèmes d'idéalisation et ce que ça pouvait créer dans nos rapports avec notre partenaire, mais le fait de ne plus être admiré, de ne plus inspirer notre partenaire par rapport aux qualités qu'on a pu avoir ou qu'on n'active plus forcément, qu'on ne cultive plus, par rapport au fait d'être dans une posture relativement passive ou désengagée. Je parle souvent des archétypes, notamment l'archétype de l'amant impotent, l'amant impuissant, donc l'amant désengagé qui est dans sa passivité, qui ne prend plus forcément sa place dans la relation, qui finalement se dépossède un petit peu de sa capacité à être présent, à être soutenant, à être à l'écoute, à créer de la passion justement dans cette relation, ce qui fait que la personne en face perd de l'admiration, se sent de moins en moins bien en mon contact et sent qu'elle est avec une personne qui est désengagée. Donc pour le coup on peut retrouver aussi un petit peu le côté enfant. J'ai l'impression d'être avec un enfant, un homme enfant, et comment je peux être admirative en tant que femme d'un homme enfant. Donc voilà, en tant qu'homme, nous c'est un petit peu la réflexion qu'on peut avoir par rapport à tous ces points, et notamment à ce point de quelle est ma place dans ma relation de couple, comment je peux stimuler la libido et le désir de ma partenaire. Quand je me sens moi pas stimulé ou pas forcément compris, comment je peux lui expliquer pour qu'on puisse se retrouver, mais comment je peux faire quand même attention à tous ces points qui mine de rien sont essentiels, car s'il y a un moment mon intimité ou le côté sexe dans mon couple finit par mourir, bien sûr, le couple va se sentir amputé de quelque chose. Alors c'est pas une fin en soi, il y a des couples qui fonctionnent très bien sans sexualité, il y a des couples qui ont ces accords moraux et qui sont complètement à l'aise avec le fait de ne pas avoir de sexualité ou de se convenir à l'extérieur de la relation de couple parce que ils ont des frontières très différentes. Mais si vous êtes dans une relation classique avec une forme d'exclusivité, c'est de toute façon quelque chose qui vous poursuivra quand vous allez avancer dans les années. Moi ça m'a vite poursuivi, au bout de 3, 4, 5 ans, c'est des sujets qui sont venus, le manque d'intimité, le manque de connexion émotionnelle, la difficulté à être vulnérable avec ma partenaire, le fait de vouloir contrôler les choses, le fait d'avoir de moins en moins des moments où on se retrouve sexuellement, et puis en avançant, en arrivant à 10 ans, c'est des choses qui reviennent, Il y a des moments où en effet c'est plus évident, il y a des moments où on se comprend un peu mieux, il y a des moments où on est pris dans nos quotidiens, par nos responsabilités, par les choses qu'on développe, donc c'est des choses qui nous rattrape, et c'est pour ça que je le dis à chaque fois, le couple c'est un petit peu comme un jardin qui s'entretient tous les jours, car tous les jours il y a des mauvaises herbes qui poussent, mais il faut pouvoir en faire une priorité sans non plus se dédier complètement à son couple. C'est pas le message que je suis en train de donner là, mais se dire attention, je le vois, je sais que je dois l'arroser, lui apporter du soleil, que je puisse communiquer avec ce jardin pour qu'il puisse continuer à vivre et à s'épanouir. Et partir du principe qu'on a vraiment un rôle à jouer, qu'on a vraiment une place à prendre dans cette relation du couple, que ça soit au niveau de la communication, au niveau de l'intimité, au niveau de la vision du couple, au niveau des projets qu'on a ensemble, au niveau de la sexualité, au niveau des voyages qu'on a envie de faire ensemble, on a toujours une place à prendre. C'est vraiment à deux qu'on fait ces choix, qu'on avance ensemble, donc voilà. J'espère que le message sera passé en tout cas, j'espère que c'est un épisode de podcast qui vous aura fait du bien.
Si en ce moment vous êtes justement dans un moment un petit peu de doute ou de frustration sexuelle ou de perte d'intimité ou de libido par rapport à votre partenaire, ou en tout cas c'est vous qui vous sentez plus désiré et vous avez l'impression de perdre quelque chose dans votre relation, j'espère que ça vous aura donné des clés. C'est des clés que j'ai pas développées en profondeur, je pense qu'on pourrait faire un épisode sur chaque clé, mais c'est des clés que je vous invite à rechercher. Une fois de plus, c'est à vous de vous informer par rapport à ça, d'aller trouver l'information, d'aller voir ce qui est pertinent pour vous, d'avoir la bonne discussion dans votre relation de couple avec votre partenaire pour pouvoir en parler et pour faire avancer les choses. Voilà. Tout simplement, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.